La Guyane. J'allais dire une chose, quand j'étais chez les Javanais, j'étais devenu le serveur de chez Papa Chef. Mais les clients, c'était tous des ingénieurs de la base spatiale qui était en construction, qui venaient. Ça donnait du travail aux personnes âgées du village qui faisaient des paniers, etc. Avec des jeunes, je suis allé une fois, mais des jeunes allaient dans les marécages capturer des caïmans. Une fois, je suis allé avec eux à la chasse aux caïmans. C'est la nuit, avec une petite lampe frontale. Euh, Moi, ils m'avaient donné le rôle de rattrapeur. C'est des riziculteurs et ils ont des outils pour couper le riz, attachés après un long bâton. L'idée, on est dans le marécage, on voit les deux yeux qui luisent à la lumière. Il y en a un qui tire dessus, puis au moment où il fait son tac pour tirer, toi, tu dois donner un coup pour l'accrocher avec l'outil de façon à ce qu'il ne cale pas et qu'il ne disparaisse pas. On était revenu avec un... en tout cas, c'est quelque chose de promener dans l'eau jusqu'ici. Ça m'avait impressionné quand même. La nuit, avec le but d'attirer les caïmans à toi pour pouvoir en faire des petits caïmans empaillés pour vendre comme souvenir aux, aux ingénieurs de la base spatiale. Donc, il y avait de l'argent qui circulait grâce à eux. Alors, on allait à Kourou. Il faut voir ce que c'était Kourou. Et la Guyane, à l'époque, 60 000 habitants. La Guyane, je pense qu'il y a une partie de la Guyane qui correspond un peu à ma personnalité. C'est un pays excentrique, très excentrique. Quand on pense dans un des grands moments de la colonisation, Choiseul, enfin toute l'histoire de la Guyane, ils ont envoyé 10 000 Français pour ouvrir la région de Kourou. 10 000. Ils ne voulaient pas avoir d'Africains parce que déjà, il y avait des troubles en Martinique, en Guadeloupe, etc. Ils ont dit, on va faire un peuplement européen. Ils pensaient peut-être au Québec, peuplement européen. Ils n'ont pas envoyé des masses de gens prêts à se révolter. Ils ont envoyé 10 000 à Kourou. 6 000 sont morts la première année ou à peu près. Le premier projet de construction à Kourou, c'était un théâtre-opéra. Le directeur de la colonisation a mis l'énergie sur la construction d'un théâtre-opéra et il a remplacé la bouffe de base qu'il devait apporter d'Europe dans les bateaux par les costumes de ces acteurs et de ces chanteurs, etc. Juste pour donner une idée de comment c'est excentrique. Bien, aujourd'hui, par exemple, pour aller chez les Hmong, on prend une petite route pour aller à Cacao. On traverse, avant, c'était une piste incroyable, il fallait aller en 4x4 pour aller là. Bien, aujourd'hui, tu vas tomber sur un château médiéval construit en bois qui apparaît là, au tournant d'une piste de jungle. Quelqu'un qui a voulu reconstruire un château médiéval avec du bois de Guyane. Alors, c'est comme ça partout en Guyane. L'ethnicité, elle est répartie partout, en des villages ethniques. C'est comme au Suriname, mais moins développé qu'au Suriname. Suriname, quand on prenait la route de Paramaribo, à gauche, tu avais un village hindou, avec son temple hindou, très visible. À droite, c'était une communauté javanaise. Après ça, une tribu africaine qu'on appelle les Bushinengue, des descendants d'évadés de l'esclavage. En Guyane, on les appelle les Saramaka, mais c'était une des tribus de ce groupe-là. Et les villages ethniques se succèdent comme ça tout le long de la route. Les gens se mélangent pas. Alors, la Guyane, c'était ça aussi. L'arrivée de toutes sortes de monde qui ont fait exploser la démographie guyanaise. Et en plus, l'Europe construit une base spatiale pour lancer des fusées. Alors, il faut se rappeler que Kourou, au 19e siècle, c'était l'un des pires bagnes au monde. Hein? Les vestiges principaux à Kourou sont les vestiges du bagne. Il faudrait montrer la place de la Guillotine, la photo de la place de la Guillotine. La dernière fois que je suis allé en Guyane, on était un groupe, puis on avait été voir le bagne, puis on voit la place de la Guillotine, etc., etc. Les ruines du bagne sont partout. Je dois avoir une brique ici, une brique du bagne à quelque part
dans la maison, je ne l'ai pas perdu dans les déménagements. Alors, c'est le bagne. Et le bagne, c'est l'enterrement dans l'enfer vert du surplus de population et de contestataires français et des colonies de l'Indochine, d'Afrique du Nord. Ils envoyaient ça pour les enterrer dans la verdure. Et la fusée s'assoit là-dessus pour aller communiquer avec les étoiles et fédérer l'humanité. Parce que j'ai ramassé beaucoup de discours que je n'ai pas publiés, mais extrêmement intéressants sur l'idéologie de la conquête spatiale. Et comment l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France, même si on est en France, comment l'Europe pratique ce discours sur la conquête spatiale avec les satellites, l'Internet maintenant, la fédération de l'humanité à partir de la Guyane. Alors, sur place, évidemment, c'est les groupes ethniques séparés, divisés. C'est l'apartheid à Kourou, la communauté des Blancs, la communauté des Indiens, la communauté des Noirs. C'était comme ça. J'ai collaboré un petit peu avec des gens, puis, dont une anthropologue, entre autres, qui était une anthropologue française, qui était là, à étudier un peu comment décloisonner les ethnies dans la ville de Kourou, parce que le journal Le Monde avait envoyé un journaliste, qui a pris une photo du port de lancement de la fusée, l'hypermodernité, la surmodernité, sous l'angle d'un bidonville, le bidonville de Saramacca. Le développement de on voit un peu le contraste. Alors, ça avait scandalisé beaucoup les gens en Kourou, les ingénieurs, tout ça. Et donc, on a essayé de faire de la rénovation urbaine. J'ai participé à des projets de rénovation urbaine plus tard. On est loin des Javanais. C'est juste pour dire le contexte dans lequel les Javanais sont installés. Un petit détail, à même pas 1 kilomètre du village des Javanais, maintenant, les Russes ont une base spatiale et lancent Soyouz, à 1 kilomètre de l'endroit où j'étais pour ma maîtrise. Ils sont installés là. C'est pour dire dans quel univers la Guyane s'est projetée. C'est devenu l'un des endroits les plus économiques pour lancer des satellites. C'est une compétition mondiale. Et en même temps, ça s'est fait graduellement, mais assez rapidement à l'échelle de la Guyane, de construire cette base spatiale-là, qui a eu des conséquences sur la Guyane. Et plus tard, j'en parlerai, j'ai fait un retour en Guyane, puis j'ai essayé de comprendre un peu l'impact de ce développement-là sur la Guyane. Puis chez les Javanais, on était dans un autre univers. Ils produisaient du riz, mais ils avaient maintenu aussi un certain nombre de rituels traditionnels. C'était le cœur de ma thèse de maîtrise, le slamétan, qui est un rituel qui vise à rétablir le rukun, l'harmonie dans la communauté. Mais je n'en parlerai pas tout de suite parce que je vais attendre tout à l'heure quand on parlera de publication. Mais cette expérience-là de la Guyane, quand je suis revenu à Montréal, c'est ça qui est intéressant. J'avais été pas mal hindouisé, bouddhisé par Papa Chef. J'avais appris beaucoup de choses avec lui. D'ailleurs, j'en ai rêvé pendant des années. Même des années récentes. Je me réveillais, puis ma conjointe me disait « Qu'est-ce qui se passe? » Bien, je suis avec Papa Chef, pour dire. C'est son esprit qui vient me chercher à Québec, je ne sais pas, mais en tout cas, il est décédé maintenant. Mais à Montréal, quand je suis arrivé à l'université, l'anthropologie physique, j'avais fait un petit rapport avec puis mes fichiers, j'ai donné ça à qui de droit. Et là, j'ai dit non, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est... j'ai la démographie des Javanais, puis je fais une petite monographie. Le système, leur leadership politique, leur économie, de quoi ils vivent. Enfin, je fais une petite monographie. C'était l'idéal que j'avais dans la tête, la monographie traditionnelle à tiroir. Alors, le slamétan était ce rituel religieux. Donc, on m'a envoyé vers un professeur nouveau qui venait d'engager, qui est Bernard Bernier, un type extrêmement sympathique, grand professeur, spécialiste du Japon, qui était à cette époque-là devenu marxiste radical, je pense, qui s'intéressait beaucoup à la lutte des Noirs américains. Enfin, c'est ce que je pense, là, j'ai oublié un peu beaucoup de choses de cette époque-là. Mais c'était lui spécialiste parce qu'il avait épousé une Japonaise, puis il avait fait son doctorat sur le Japon, puis il a continué à écrire sur le Japon longtemps. Donc on m'envoie le voir pour lui dire, bon, ben, regarde, c'est lui qui va te diriger pour ta thèse de maîtrise, c'est comme ça. Et je vais lui présenter le bouddhisme, Papa Chef, puis blablabla, tout enthousiaste dans son bureau.
Et c'est comme s'il m'avait dit stop, 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 stop. C'est des mensonges, toutes ces choses-là qu'il t'a racontées. Parce que, dans le fond, tout ça, c'est l'opium du peuple, c'est de l'idéologie, c'est pas vrai, c'est le miroir renversé, crois pas à ça. Et donc, il faut que tu recommences finalement. Donc, je suis sorti de là un peu dépité, mais Jean-Benoît, qui pouvait faire toutes sortes de choses, il a d'ailleurs fait des études sur la culture indienne, tant dans les Antilles que dans l'océan Pacifique. Alors, Jean-Benoît, il m'a laissé faire. Il y avait une certaine liberté. Hein, j'arrive à une place avec un projet pour étudier les Indiens, puis bang, je m'envoie chez les Indonésiens. Je fais des anthropologies physiques, je tombe sur la religion puis la politique. Je suis passé d'anthropologie biologique à l'ethnologie, graduellement, de cette façon-là. Mais c'est parce que les cadres étaient flexibles. Je ne le sais pas, mais quand j'enseignais en maîtrise, nos directeurs de maîtrise, tout ça, c'était tellement rigide. Des projets à n'en plus finir. On ne disait pas, lis ce que tu as à lire sur le sujet, puis va-t'en, puis fais quelque chose. C'était plus ça. Il fallait avoir l'hypothèse de la théorie, puis etc. En tout cas, tout ça, pour moi, c'est de la castration. Là. Ou ça aide des étudiants qui n'ont pas d'imagination et puis qui veulent absolument avoir une thèse au bout de 3 mois. Mais moi, c'était pas ça. Là. J'étais prêt à rester là 6 mois, 1 an. C'est l'argent. Il n'y avait plus d'argent, il fallait que je revienne. Donc, c'était ça le terrain à cette époque-là. Donc, avec les Javanais, je suis passé de l'anthropologie biologique vers l'ethnologie. Tu as rencontré Hassan Balixi? Balixi, je le connaissais déjà. Il avait été mon professeur. Un showman, très bon prof. Il ne s'agissait pas de prendre des notes avec lui, c'était impossible. On lisait les articles qu'il nous faisait lire, là. Mais je me souviens, c'est ma première image, la première fois que j'ai entendu parler du chamanisme. C'est lui qui en a parlé. Il a travaillé chez les Netzilic, hein, il est un peu le père fondateur de l'anthropologie visuelle au Québec. Il m'a même amené leur stage à Temple University en anthropologie visuelle. Et il a fait venir des gens colosses, hein, des colosses en anthropologie visuelle. Les cinéastes des Kung Bushman d'Afrique du Sud, etc. Donc, tous ces gens-là passaient au département, lui-même qui a travaillé en Afghanistan juste avant la guerre contre les Russes, en fait. Et Balixi nous donnait des cours, je ne me souviens plus de quoi exactement, mais ce que je me souviens, c'est qu'il nous parlait de religion puis de chamanisme. Puis il prenait l'habitude de... Ça date que c'est la première fois qu'il faisait ça. Il se retournait du côté du tableau. Là, nous, dans le dos, on le regardait faire. Là, il faisait quoi? Là, on le voyait bouger. Tout à coup, il se retournait de bord, puis il nous regardait d'en face. Il manquait un œil, il y avait un gros trou. Il avait un œil de vitre, lui. Il enlevait l'œil de vitre, nous nous regardait. Ah! Les étudiants ont basculé dans le... Ah! Balixi. Mon amour pour Balixi a commencé là. Après ça, j'étais un petit peu... il m'a traîné à différents endroits. Pas seulement moi, Normand Tremblay aussi, puis d'autres. Ils téléphonaient chez nous, des étudiants, le soir à 2 heures du matin. « C'est les fous! » Ils parlaient comme ça, fort, 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 une grosse voix. Imagine-toi, c'était un bulgare, un turco-bulgare, et pour souper, il mangeait un oignon. Assez incroyable, bonhomme. L'effet exotique qu'il me faisait, en tout cas. Puis là, il disait, « C'est les fous! Amène-toi! » Dans 15 minutes, je suis à la maison. Je descendais de la maison, puis il y avait cette voiture, puis il ramassait les étudiants. Là, pour lui, il nous amenait dans l'endroit que lui considérait le plus exotique à Montréal. C'est un bar sur la rue Saint-Laurent, au sud de Sainte-Catherine, qui autrefois s'appelait le Rodéo. C'est un bar western, mais qu'un Chinois avait acheté, et puis il avait rebaptisé, il avait refait les néons, l'Odéo. Et c'était un bar de danseuses, les premiers bars de danseuses. On buvait des grosses bières comme ça. Balixi aimait ça, il s'assoyait avec ses étudiants autour. Là, il y avait des femmes qui dansaient. Puis là, on observait la salle, des gens, des alcooliques avancés, sous sur la table. C'était la fin de soirée, le dernier cruising du bar avant que ça ferme, des choses épouvantables. Des femmes qui dansent, qui ont eu 2-3 césariennes, qui ont des grosses cicatrices sur le ventre. En tout cas, impressionnant. Balixi adorait ça, la fin du monde, qu'il appelait ça. Elle nous ramenait chez nous après ça, puis le lendemain à l'école, tout le monde marchait straight, pas au cours avec ça. Mais ma relation avec lui s'est poursuivie. Un jour,
c'était un été. Il m'a dit, Chalifou, qu'est-ce que tu fais cet été? Ben, je dis, je travaille, mais je dis, je vais avoir un mois de vacances au moins, où j'avais pas d'emploi. Il dit, d'accord. Il dit, en tout cas, il dit, si tu veux venir avec moi, me rejoindre en Suisse, tel jour, telle date, exactement, telle heure, tel hôtel à Zurich. Ben, Alexis, il rigole. Ça. OK, je pars. Je travaille ça dans ma tête. Puis là, je fais tout pour voir qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent pour payer un voyage. Ah, je vais vendre mes disques. Mais j'avais une collection de vinyles. Je vais vendre mes vinyles, je vais vendre mes livres. Je vends tout pour ramasser, puis j'en prends de l'argent, puis je ne paye pas ma scolarité. Ça, j'ai fait ça plusieurs fois. De ne pas payer ma scolarité. Parce que dans ce temps-là, on pouvait se réinscrire même si on n'avait pas payé. Je ne payais pas la scolarité. Puis l'année d'après, quand j'étais devenu étudiant en cours, j'allais faire des jobs. Je payais la scolarité de l'année d'avant. J'essayais de payer la scolarité de cette année-là. Alors, j'ai pris tout cet argent-là, j'ai acheté un billet d'avion, puis je me suis présenté chez Balixi à l'hôtel donné, à l'heure donnée, à Zurich. Et il était très étonné, parce qu'il était accompagné d'une étudiante que je connaissais bien, et de son garçon et de sa fille. Mais écoute, c'était trop tard, j'étais là. Alors, il y avait loué une 4L, puis il pensait que j'avais pris un cours de conduite, parce qu'il m'avait dit, tu vas conduire. Je n'avais jamais conduit de ma vie. Et puis, j'ai appris un cours, mettons, un mois avant de partir. Là, il me donne la 4L, je cherche les vitesses qui sont en avant, puis il me dit, allez, on y va. Là, je suis dans les Alpes suisses. La peur me prend au ventre tout de suite. Je vois regarde en bas, le vertige. Je suis complètement capoute. Alors, il me sort de là, puis il me fait asseoir en arrière avec ses 2 enfants. Lui est en avant avec madame, puis il conduit. Là, on a traversé les Balkans ensemble. La Yougoslavie, à l'époque, sous Tito, dans le Monténégro. On s'en allait en Bulgarie, sur le bord de à Varna. Et quelque part dans la montagne, il est arrêté dans un petit chemin. Puis tout le monde est descendu, puis on a monté à pied dans un sentier, puis il est venu nous montrer un monument aux résistants où son père avait été tué, semble-t-il. Est-ce vrai? C'est du Balixi, mais je pense que oui. C'était solennel avec ses enfants. Et puis après ça, on est descendu. Alors ça, c'est... Des Balkans, c'est quelque chose. En tout cas, toute la Bosnie, Monténégro, qui sont devenus des terrains de guerre épouvantables après coup. C'est d'une beauté incroyable, ces endroits-là. On est abouti à Varna, qui est tu sais, la Bulgarie, traverser la Bulgarie, c'est un des plus grands vergers au monde. Ce n'est que des pêchiers, des vignes, c'est d'une profusion de fruits incroyables. C'était finalement le verger de l'Union soviétique. C'était encore soviétique, la Bulgarie était communiste. Et on arrive sur le bord de la mer Caspienne, et là, c'est des villégiatures, des hôtels, des syndicats russes. C'est bourré de Russes. On s'en va dans un petit coin, puis ils ont tous leur petit jardin. Sa mère était là. Et là, mon grand professeur, qui a voix tonitruante, turco-bulgare, avec une cicatrice dans le front et un œil de vitre, arrive, on descend de l'auto, on rentre dans le jardin de sa mère. « Maman! » Là, il était comme un petit gars en culotte courte. Elle vient voir Hassan. Enfin, on a passé un petit bout de temps là, c'était merveilleux. Et ma copine s'est fait offrir l'amitié russo-canadienne, russo-américaine. Le truc, c'était de prendre de la vodka, et ils avaient du coca apporté par les Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Est jouaient du rock'n'roll. Ils étaient tous invités à jouer, à travailler dans ce lieu de villégiature. Alors, les Russes, quand ils voyaient la blonde canadienne, mettaient du coke puis de la vodka, puis ils disaient « ça, c'est l'amitié russo-canadienne », puis ça symbolisait toutes sortes de demandes, etc. En tout cas, c'était assez drôle comme situation. Mais avec Balixi, à travers tout ça, quand même, j'ai établi une relation un peu tutoriale. Et il s'est mis dans la tête que je devais faire plus que de rester dans mes petits terrains au Québec. Alors, il me dit, c'est les fous, t'as peur de rien. Pourquoi tu ne vas pas faire le projet extraordinaire d'aller chez les chasseurs d'hippopotames sur la rivière Omo, dans le sud de l'Éthiopie? Puis à l'époque, là, c'était pas comme aujourd'hui, tu prends pas un vol en Éthiopie puis tu descends. C'était vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que Balixi
avec tous ces contacts américains, avait deux sources de financement possibles. L'une, c'est la même source, mais dans deux pays différents. Je pense que c'était des groupes d'aide internationale américains qui ont changé beaucoup d'argent en roupies en Inde ou je ne me souviens plus quelle monnaie en Éthiopie, et qui avaient des fonds qui dormaient sur place. Et puis avec ça, on pouvait obtenir des bourses pour les étudiants. Donc, on a fait ce projet-là. J'ai préparé le projet de doctorat sur la rivière Omo, mais entre-temps, Alice Selassie, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui, mais les contacts qu'il avait dans l'administration, parce que lui, il était allé faire du film en Éthiopie. Et les contacts qu'il avait dans l'administration là, sont devenus caducs. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais profiter de l'occasion pour continuer mon petit chemin de hindou-bouddhiste. Et je vais aller en Inde à la place. Donc, est-ce que je peux avoir de l'argent de la Smithsonian Institute en Inde, peut-être, pour le projet de doctorat? Mais j'ai dit, non, je vais faire un pré-terrain. Je vais aller voir d'abord ce que c'est. Parce que je me voyais très bien faire un terrain de 2 ans. Je n'étais pas prête à tout lâcher pour 2 ans si c'était pas ce que je pensais, ce que je voulais. Donc, j'étais avec une copine, on a voyagé en Inde, puis après ça, moi, je suis allé dans le sud de l'Inde, puis je m'étais mis dans la tête de faire un travail sur les cornacs. Mais en Inde, c'était les gens dans les temples, quelle merveille! Parce que un petit nabo comme moi qui arrive là, maigrichon, habillé avec son dhoti, m'accepte, vient jaser, va s'asseoir dans la cour. Qu'est-ce que t'es, toi? Est-ce que c'est vrai que vous avez un culte du chien? Vous avez des cimetières pour les chiens chez vous au Canada comme en Angleterre? Avez-vous ça? C'est très étonnant ce que vous faites. Là, il me sort toutes les choses bizarroïdes de l'Occident. Strange calls of the West. J'étais anthropologisé par des gens du temple. Des vieux bonhommes à barbe rousse qui s'intéressaient, puis moi, je leur posais des questions, mais là, c'était des savants. En fait, je voulais poursuivre un petit peu sur mon capital symbolique de la biologie. Ce capital-là, c'était évidemment les animaux. Donc, l'éléphant me semblait un bon point d'entrée, là. C'est un animal sur lequel j'avais déjà fait des exposés en biologie, donc j'avais une petite connaissance, ça m'intéressait. Alors, j'ai commencé à faire cette résidence-là. Et là, on m'a amené laver des éléphants avec des balais dans la rivière, jusqu'au jour où je me rendais compte qu'il fallait que je parle plusieurs langues, le hindi, puis le ourdou, puis je ne sais pas quoi, les langues du Sud, le Tamil Nadu, et qu'en prenant un fil dans l'hindouisme, on attirait non pas une pelote de laine, mais un camion complet de pelotes de laine. C'était tellement vaste. J'étais comme complètement avalé. Là, je disais, non, je ne veux pas passer 40 ans à essayer de savoir ce dont je parle. C'est trop gros. Et là, je suis parti en méditation à la pointe sud de l'Inde, sur l'île la plus au sud de l'Inde. Et au bout d'une semaine, j'ai décidé d'écrire à un prof qui venait d'être engagé à Montréal avant que je parte, qui était un nouveau prof qui s'appelle Jean-Claude Muller. Et j'ai écrit à Muller, ça me prend une petite société à échelle humaine. Ici, c'est impossible pour moi, je vais me noyer. Et il m'a répondu, viens-t'en.